Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour, bienvenue, on espère que tout va bien. On est ravis de vous retrouver encore aujourd'hui avec Philippe David. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus. Vous avez mis du bleu? Oui. Ça mais tombe vous bien. avez mis du blanc, ça Voilà. vous va très bien. Et on a des micros rouges, on est très foncés aujourd'hui. Je sais pas ce qui nous arrive. Et même Philippe Bilger a mis la cravate rouge avec la chemise blanche. Et il a laissé la veste bleue parce qu'il fait chaud dans la rédaction. Parfait. Là c'est parfait, vous êtes bien, tout va bien. On est bien. On peut démarrer cette Oui. émission avec ce numéro de téléphone, le 0826 300 300. C'est un plaisir, Aude vous attend bien entendu au standard avec au sommaire de cette émission. Et dès 17h30, le grand débat du jour, Emmanuel Macron ne comprend jamais rien. C'est ce qu'a dit Donald Trump. Le président des États-Unis conteste avoir quitté le G7 au Canada pour travailler avec un cessez-le-feu. En tout cas sur le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Il reproche aux Français de l'avoir affirmé pour se faire de la publicité. Alors parlons vrai. Est-ce que, contrairement à ce que certains affirment, l'international n'est pas une faiblesse dans le bilan d'Emmanuel Macron? Et à cette question, comme dit Trump, Emmanuel Macron se trompe-t-il toujours en politique étrangère? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir? Aude, qui ne se trompe pratiquement jamais, pour ne pas dire jamais, attend vos appels au 0826 300 300. Notre invité Pascal Boniface sera avec nous, fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et auteur de Permis de tuer chez Max Milo. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Le conclave sur les retraites s'achève aujourd'hui. Fin du sursis pour le gouvernement Bayrou sur ce dossier. Des responsables du bloc central poussent pour instaurer une part de capitalisation, notamment Gérald Darmanin. Alors parlons vrai, est-ce que cela aurait dû être fait depuis longtemps pour les salariés du privé, les fonctionnaires ayant eu depuis des années l'après-fonds et le CREF? Et à cette question, faut-il mettre en place la retraite par capitalisation en plus de la retraite par répartition? Vous dites oui à 67%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Les vraies voix comme tous les jours, c'est jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et comme tous les jours, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole et auteur de Me Too Much aux éditions Heliopol. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir mes amis. En face de vous, cher Philippe, Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis une veste. Oui, c'est vrai, parce ouais. que la dernière fois que je suis venu, Cécile m'a dit que Il y a dû laisser aller. au début, je mettais des vestes, mais Ouais. que tel le Ouais. mari qui, au bout d'un certain nombre d'années avec sa femme, l'a négligé un peu, je me laissais aller un petit peu. Donc C'est une voilà, demande je en me suis mariage repris en main. Ou alors je ne comprends pas peut-être. Et Je vous ne la m'avance. retournez jamais. Non, Exactement. non, il a du mal, Du même côté. Non, j'ai du mal. Luc Gras est avec nous, politologue et auteur de ce livre, La démocratie en péril. Bonsoir Luc. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Et je suis venu sans cravate et sans veste pour ne pas prendre de veste. Voilà, dis-nous. En tout cas, à votre taille. Non, je trouve que c'est très bon. Non, c'est bien. C'est ça le problème. Et ce numéro de téléphone que vous utilisez pour laisser des messages, le 0826 300 300, on est avec Stéphane de Bordeaux. Bonsoir Stéphane. Allô, bonjour. Bonsoir, Oui, Stéphane. bonjour. Bonsoir à tous. Coup de gueule, mon cher Stéphane, contre les croisières en voilier en Méditerranée. Oui, alors gros coup de gueule, très gros coup de gueule, parce que j'ai vu comme tout le monde cette petite croisière en direction de Gaza en fait. Et alors le coup de gueule initial, c'était sur la possibilité d'utiliser d'autres moyens de transport, puisque tout le monde s'est un peu gaussé de cette initiative que j'ai trouvée d'un courage absolument exceptionnel. Vous Il y a parlez de d'autres Rima moyens de Hassan, c'est ça hein Absolument. D'accord. Et je trouve qu'il y a d'autres moyens de transport, c'est-à-dire qu'on aurait tout à fait pu prendre pour une vraie croisière très sympathique, plus agréable, plus confortable, un yacht par exemple ou un bateau à moteur. Et alors mon vrai coup de gueule, qu'est-ce que c'est? C'est devant l'unanimité médiatique, la façon dont a été traité ce sujet, y compris sur votre chaîne. J'ai entendu des horreurs. J'ai entendu par exemple Madame Lesper s'exprimer au sujet disant oui mais vous vous rendez compte, elle a fait tomber un téléphone portable dans la Méditerranée, ça pollue, si on se prétend écologique c'est pas possible. On parle de personnes qui font une démarche que je trouve assez courageuse. Et on a en face une unanimité, alors qu'on puisse critiquer cette initiative, pourquoi pas. Mais quand on entend l'unanimité, les langages qui sont partagés, mais à la virgule près par tout le monde, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre beau pays. Alors j'adore Israël pour y être allé plusieurs fois, j'adore ce pays, j'adore aussi la France, mais je crois qu'il y a maintenant un vrai problème médiatique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets qui sont traités sans aucune équivoque et sans aucune honte. Et donc je passe régulièrement sur cette chaîne, sur votre radio, et je n'y participerai plus.
J'ai entendu Madame Gandois, j'ai entendu, alors je sais pas, c'est un coup de gueule un peu à la David, quoi. Mais on n'en peut plus. Je veux dire, Il faut rappeler les droits d'auteur. Ouais, si vous entendiez la différence qu'il y a sur ce traitement entre ce qu'on entend dans les médias et la réalité de la réflexion de la population, mais on se dit qu'il y a 2 pays en France, c'est pas possible. L'avantage, Stéphane. Je crois qu'il faut arrêter parce que c'est très dangereux pour tout le monde, y compris pour les différentes communautés parties prenantes. Alors moi Voilà, je vous dis, donc, l'avantage c'est qu'on vous laisse la parole et ça c'est intéressant. Donc voilà. Oui, il y a toujours une possibilité éventuellement de s'exprimer, mais c'est le brouhaha, je veux dire, c'est-à-dire que les petites voix qui s'expriment sont vite prises à partie, et c'est indécent, je veux dire, on attend des sommets d'indécence, c'est pas possible, quoi. On peut avoir une idée, on peut partager, mais je dis, le danger démocratique, c'est quand on a une unanimité sur les sujets, c'est pas possible. Alors ce qui n'est pas notre cas ici, puisque nous avons des avis qui divergent. La preuve, on vous laisse... Non, en tout cas pas dans les vraies voix. Non, si, partout, c'est un coup de gueule. Mais écoutez, oui, vous avez des coups de gueule sur 10 personnes qui disent la même chose. Je veux dire, vous entendez Madame Gandois qui promène toujours la gauche en bandoulière avec la rose en bandoulière qui va défendre les... Non, c'est pas Madame Gandois, c'est Madame Degois. Madame Degois. On ne l'entend pas, mis à part... Oui, vous connaissez, comment dire, pas ma répulsion, mais mon animosité vis-à-vis de l'actuel Premier ministre, mais elle dit rien du tout. Je veux dire, on ne l'entend pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Attendez Stéphane, pour vous dire, attendez Philippe, pour vous dire, Françoise Degois n'est ici pas tout à fait d'accord avec les autres personnes autour de la table. Donc nous on a des avis qui divergent vraiment, même autour de cette table ce soir. Vous verrez que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et c'est intéressant d'avoir votre point de vue. On va, si vous permettez, commenter avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger. Je dois avoir le cerveau lent comme d'habitude parce que j'ai mis du temps à comprendre ce que voulait dire Stéphane. Et, au début, je croyais qu'il critiquait l'équipée touristique de Rima Hassan. Ensuite, j'ai compris qu'il l'approuvait. Et donc, lui-même est une contradiction à lui seul. C'est fabuleux. Dans le micro. Il n'a même pas besoin de feu de radio. Alors moi, étant du peuple, j'avais tout de suite compris ce que disait la personne. Mais par contre, je trouve plutôt courageux de prendre une position contraire à effectivement la majorité. Donc ça me l'a rendu plutôt séduisant. Par contre, je comprends pas le combat. En l'occurrence, sauf à être un militant politique d'un certain parti, ce que je comprends pas, c'est de défendre cette croisière là, très très finalement sophistiquée et très bobo, alors que la vraie gauche, elle se pose pas des questions sur des choses comme ça. Elle se pose des questions sur le pouvoir d'achat. Elle parle du Soudan. Elle parle de la Somalie. Elle parle des Ouïghours. Et elle arrête de s'encanailler sur les questions de déplacement de France aux États-Unis avec Madame Thunberg et Madame Rama. C'est ça qui me gêne là-dedans. C'est que c'est bien de se mettre en opposition contre tous. Bravo à ça. Mais servez la bonne cause. Oui, moi j'aimerais quand même ajouter, vous parlez d'un divorce entre l'expression des opinions qui selon vous sont majoritaires sur ce plateau, ça reste à prouver puisque vous n'arrivez pas nécessairement à citer le nom des gens qui s'y trouvent souvent. Vous parlez d'un divorce entre cette opinion-là et l'opinion publique. Je vous donne le change puisque depuis 1 an et demi ou 2 ans, la France Insoumise est probablement le parti le plus détesté de France et le plus impopulaire de France. Donc j'ai l'impression, au contraire, qu'il y a une convergence entre les gens qui critiquent Rima Hassan sur les plateaux et l'opinion majoritaire dans ce pays. Après, libre à vous de la défendre si vous voulez. On peut parler du fond. Vous parlez d'une unanimité. Si vous avez des arguments pour défendre ce qu'elle a fait, n'hésitez pas à les donner. Mais très franchement, tout le monde a vu les images et c'est très difficile de défendre une femme qui prétend faire une croisière humanitaire et qui finalement sait qu'elle va se faire arrêter pour simplement faire son coup de com', arrive en Israël, prétend faire une grève de la faim qui dure 12 heures. Je suis désolé de vous dire, je n'aime pas l'unanimisme, mais quand tout le monde trouve que quelque chose est ridicule, c'est peut-être que ce quelque chose est ridicule. Si vous avez des arguments pour la défendre, je les écoute. Alors, Stéphane, vous êtes avec nous ? Mais très court. Très court, Stéphane. Oui, c'est très court. Donc on m'écoute, mais de façon très courte. Alors pour non, mais Stéphane, attendez, vous avez parlé longuement déjà, Stéphane. S'il vous plaît. Non, mais c'est bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien. Excusez-moi, Stéphane, est-ce que je peux vous parler ? Est-ce que je peux vous parler ? Bien sûr. Normalement, l'auditeur, c'est le timing, c'est 3 minutes. Là, on en est à 5 déjà. Et je vous ai laissé parler sans vous interrompre. En revanche, ce que je vous propose, c'est que vous êtes notre vraie voix du jour. Vous continuez avec nous jusqu'à 18h.
Ouais, d'accord. Mais est-ce que j'ai le droit, parce qu'on m'a posé des questions, je peux répondre, ou c'était vraiment à sens unique? Allez-y. Mais faites court, je m'en soucie, parce que là, il y a la pub qui attend. Pour ce qui est de la diversité des opinions sur votre plateau, eh bien, il suffit d'écouter ce qui s'est passé il y a 30 secondes. Il n'y a pas de diversité. Il y a éventuellement des petites paroles à la marge, mais très faibles, en fait. Il n'y a pas de divergence. On ne peut pas passer un papier de cigarette entre les divergences. Quand on a écouté, les 5 personnes pensent exactement la même chose. Vous pensez pour moi, Stéphane, c'est pas vrai. Alors, vous ne pouvez pas penser pour moi. Éventuellement pas pour vous, parce que vous exprimez pas trop, finalement. Ouais. Ensuite, sur l'opinion majoritaire, effectivement, dans les médias, il y a une opinion extrêmement majoritaire. C'est ce que je critique. Je parle pas vous me parlez pas de l'opinion dans le public, sauf à me dire que LFI, parti auquel je ne suis pas adhérent et pour lequel j'ai absolument aucune sympathie. C'est le parti le plus détesté. Mais c'est faux, c'est détesté dans les médias, mais ils font 20%. Oui, c'est troisième chose, qu'est-ce qu'a fait Rima Ayad pour la défendre? Comment vous dites? Assad, c'est ça? Hassan. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est un coup de com', et c'est un coup de com' magnifique, effectivement. C'est un coup de com' magnifique parce que ça vous a ridiculisé. Quand vous regardez le traitement à mots, les phrases sont les mêmes, d'un média à un autre. Mais je sais pas, vous écoutez. Non mais ça vous a ridiculisé, c'est qui? Non. C'est qui vous? Eh bien, ce sont les personnes qui ne sont pas capables d'avoir leur propre opinion et qui récitent à l'envie un discours qui est je ne sais pas s'il est préparé, mais c'est le même. Vous écoutez les phrases, ce sont exactement les mêmes. Pardon, attendez. On va arrêter, Stéphane. C'est compliqué parce qu'en fait, vous parlez de Rima Hassan, vous ne connaissez même pas son nom. Je comprends pas en fait le principe. On vous laisse la parole ici. Il y a plein de gens qui pensent différemment autour de ce plateau. Sinon, ça s'appellerait pas débat. Sinon, ça s'appellerait une tribune, ce qui n'est pas le cas. Nous, on veut toujours des oppositions. Et quand on a des gens qui sont trop ensemble et trop dans la même ligne, on demande à des auditeurs comme vous d'être différenciants, justement pour apporter une parole différente et avoir un avis et permettre en tout cas pour les auditeurs de se faire une opinion un peu plus large. Mais nous, on n'est pas, c'est pas la Russie chez nous. C'est plutôt très cool et très ouvert. Donc, moi, je serais très heureuse que vous restiez avec nous jusqu'à 18h, que vous puissiez commenter les débats avec nous, donner votre opinion. Si vous le permettez, je vous invite à rester avec nous. Ok. Restez avec nous, Stéphane. On revient dans un instant. En attendant le réquisitoire du procureur. On va parler des organismes HLM. Allez, on en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h avec autour de cette table, bien sûr, Philippe David, Philippe Bilger qui est avec nous, Michael Sadoun, chroniqueur et consultant, et Luc Gras, politologue et auteur de ce livre formidable, La démocratie en péril. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix. Bonsoir. Et tout le de monde. quoi parle-t-on? Du sursis pour François Fillon, plus de sursis pour François Bayrou sur les retraites, et puis pas de sursis entre Israël et l'Iran. 3 mots, conclave, sursis et escalade. Allez, tout de suite, le réquisitoire. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur les HLM que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Oui, les organismes HLM à Paris prennent à bras-le-corps les problèmes de sécurité. Il y a 200 membres d'un groupement parisien interbailleurs de surveillance qui travaillent 7 jours sur 7 de 17h à 5h du matin, qui vont assurer qui vont tenter de l'assurer dans les HLM, et les témoignages montrent que cette action est perçue très favorablement, une tranquillité, un ordre se retrouve. Très belle initiative. Ouais, c'est bien. C'est bien. Un mot, c'est bon. D'un point de vue jacobin, c'est quand même curieux que ce soit pas l'autorité publique qui assure la sécurité et la tranquillité. Ça fait partie des notions juridiques bien connues par le procureur. La tranquillité devrait être assurée. D'un autre côté, s'il n'y a pas d'autre solution pour assurer la tranquillité publique, pourquoi pas? On n'a pas le choix. Oui, d'un côté, l'explosion du marché de la sécurité privée montre quand même une tendance inquiétante de l'évolution de la violence.
Après, est-ce que c'est pas moins frontal justement quand c'est plutôt les HLM qui s'en occupent plutôt que la police? Une approche tout à fait intéressante de dire qu'effectivement les gens qui vivent sur place sont plus à même de comprendre les enjeux, les difficultés pour les résoudre. C'est vrai. Oui, mais après il y a une question de droit. S'il y a une violence trop importante en face, est-ce que la sécurité privée peut avoir les moyens de lutter contre ça sans les prérogatives de l'État? J'en sais rien. Là, à ce moment-là, on appelle la force publique. On appelle la patrouille. Voilà. Merci beaucoup Philippe Bilger, pardon. Je vais m'en sortir tout de suite. Je veux, oui. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir. 3 mots dans l'actu qui sont conclave, sursis, escalade. Dernier jour de conclave retraite et des blocages persistent. La CFDT brandissait le spectre d'un échec des négociations en milieu de journée. Conclave qui aura au moins permis à François Bayrou de temporiser 6 mois à Matignon. François Fillon s'en sort avec du sursis, peine réduite en appel dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse. 4 ans de prison avec sursis, donc 375 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Et puis 5e jour d'escalade entre Israël et l'Iran. Donald Trump dit vouloir une fin réelle du conflit et non pas seulement un cessez-le-feu. Israël, de son côté, affirme avoir tué un nouveau haut gradé iranien aujourd'hui. Les vraies voix Sud Radio. Est-ce de la fumée rouge qui va sortir du conclave retraite? En tout cas, le syndicat Orange, la CFDT, était bien peu encourageant lors de la pause à la mi-journée. La négociation n'a pas avancé, déplore son représentant, avant de préciser « Ça n'aura servi à rien si le patronat ne bouge pas sur la pénibilité ou sur l'âge de départ à la retraite ». La prime sortie du chapeau par François Bayrou hier au Bourget n'y aura donc rien changé. Prime pour maintenir les seniors dans l'emploi. L'idée qu'un salarié qui aurait atteint ses droits à la retraite, s'il décide de rester au travail, on peut lui verser une partie de sa retraite en plus de son salaire. Je suis persuadé que tout le monde a à y gagner. En tout cas, quelle qu'en soit l'issue, ce conclave aura au moins eu l'avantage pour François Bayrou de temporiser sur les retraites et de fêter donc ces 6 mois à Matignon. Anniversaire morose, décrypte tout de même le directeur général de l'IFOP, Frédéric Dabi. Il a plus duré qu'enduré, c'est un des reproches des Français, mais en tout cas, peu avaient peut-être imaginé qu'il resta au moins 6 mois. C'est un Premier ministre très impopulaire et la profondeur historique du baromètre IFOP-JDD montre qu'il y a seulement Edith Cresson et Alain Juppé qui ont eu une cote de satisfaction inférieure. Mais ce qui est très intéressant et ce qui est très problématique, c'est que les raisons du mécontentement à son égard, bon, il y a bien sûr l'affaire Betaram, il y a aussi sa personnalité, il y a surtout l'inaction. Le fait que les Français ont le sentiment qu'il y a, j'en avais parlé depuis longtemps, cette éclipse du politique au national, c'est plus là que ça se passe. Frédéric Dabi de l'IFOP ce matin chez Valérie Expert sur Sud Radio. Le deuxième mot, sursis, François Fillon échappe au bracelet électronique. La Cour d'appel de Paris réduit sa peine à 4 ans de prison avec sursis, donc dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. 8 ans après l'éclatement de l'affaire en pleine élection présidentielle, l'ancien Premier ministre écope aussi de 375 000 € d'amende et de 5 ans d'inéligibilité. Peine réduite, donc par rapport à la peine de première instance qui prévoyait 1 an ferme initialement. L'avocat de François Fillon veut donc voir un peu le verre à moitié plein dans cette décision d'appel qu'il estime balancée. Maître Antonin Lévy réaffirme aussi la bonne foi du couple Fillon sur le fond, sur cette question des emplois fictifs. Un des éléments importants, c'est l'absence de lien de subordination. Donc en effet, ce n'est pas un travail salarié au sens d'un contrat de travail, comme le droit l'entend, mais ça ne veut pas dire, car c'était ça qui était soutenu, que Madame Fillon était oisive, s'occupait de ses roses, comme on l'a présenté de manière caricaturale. Elle a collaboré avec son époux, alors peut-être pas dans la forme d'un contrat de travail, peut-être pas sous la forme d'un contrat salarié, mais le fait qu'il n'existe pas de lien de subordination ne veut pas dire qu'elle n'a rien fait. Et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas d'emploi fictif. L'avocat de François Fillon, maître Antonin Lévy, au micro de l'AFP à la sortie de la Cour d'appel de Paris. Il y a des affaires, je me demande si c'est la justice qui les termine ou s'il est humain de les achever. Ça me fait penser à un tableau médiocre devant lequel Radiguet disait « il n'est pas terminé, il serait humain de l'achever ». L'affaire Fillon, c'est pareil. En quelque sorte, il fallait terminer. Ouais. Mickaël Sadoun. Écoutez, moi j'ai une opinion plutôt iconoclaste sur le sujet parce que je vais vous dire, je me fous royalement en fait qu'un parlementaire qui à l'époque ne faisait pas exception puisque c'était quand même pratique courante, utilise ses deniers parlementaires pour faire quelques tâches à sa femme. Je me fiche royalement de ça. J'ai conscience que ça peut choquer dans la population, que les Français disent que les hommes politiques ne sont pas exemplaires. Rassurez-vous,
François Fillon, qui n'est plus homme politique aujourd'hui, gagne beaucoup plus d'argent qu'à l'époque où il était parlementaire et il employait sa femme. Donc moi, je veux avant tout des hommes politiques qui aient de la compétence et du charisme, qui aient de l'exemplarité morale, ou qu'après, ils emploient pas telle ou telle personne, mais je m'en fous, ça me passe par-dessus la jambe. Lugras ? Alors j'aimais bien, mais pas la fin. Alors, pour avoir été dans le milieu politique à l'époque des faits, François Fillon a fait quelque chose finalement de très véniel, en réalité, par rapport à beaucoup d'autres hommes politiques. C'est-à-dire faire un contrat à l'Assemblée nationale à sa femme pour qu'elle-même ne mette pas, je peux le témoigner quasiment, les pieds à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose, c'est vraiment un péché véniel. Je trouve que la condamnation à 4 ans avec sursis... il avait dû ferme en première instance. Et qu'il avait eu en ferme, il avait 2 ans ferme. 2 ans ferme en première instance. C'est quand même très lourd, très achevé. Et puis vous savez, on dit toujours en politique à qui profite le crime. Je vous rappelle que les faits remontent à 2017. En bref, le ministre des Transports demande l'immobilisation de toutes les Citroën C3 et DS3 faisant l'objet d'un rappel. Oui, les Citroën C3 et DS3 nécessitant un changement d'airbag. Un modèle défaillant a fait une 2e victime il y a quelques jours. Une femme a succombé à ses blessures au visage à Rennes. Philippe Tabarot indique à l'AFP avoir convoqué les dirigeants de Citroën. Il demande une mesure de stop drive pour l'ensemble de ces modèles. C'est-à-dire que jusqu'ici, certains conducteurs avaient été invités à changer leur airbag, mais pas à ne plus utiliser leur véhicule, ce qui est désormais le cas. Et le 3e mot qui va nous amener jusqu'au grand débat du jour, c'est escalade, 5e jour d'hostilité entre l'Israël et l'Iran. Israël qui affirme avoir tué un nouveau haut gradé iranien. Quant à Donald Trump, après avoir écrit qu'Emmanuel Macron ne comprenait souvent rien, contestant avoir quitté le G7 au Canada pour y négocier un cessez-le-feu, démentons donc le président français. Eh bien, Donald Trump vient de préciser ce qu'il voulait dire. Nous cherchons mieux qu'un cessez-le-feu. Nous ne cherchons pas seulement un cessez-le-feu. C'était Emmanuel, un chic type, mais il n'a pas souvent raison. Nous cherchons mieux que ça. Alors le journaliste lui demande qu'est-ce qui serait mieux qu'un cessez-le-feu ? Et Donald Trump de répondre une fin réelle. Pas un cessez-le-feu, une fin, martèle Donald Trump. Merci beaucoup Félix Mathieu. Merci. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant avec Donald Trump qui attaque donc, vous l'avez entendu, Emmanuel Macron. Il dément avoir quitté le G7 pour un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Il accuse de mentir pour se valoriser. Alors parlons vrai. Est-ce que, contrairement à ce que certains affirment, l'international n'est pas une faiblesse dans le bilan d'Emmanuel Macron ? Il y a cette question. Comme dit Trump, Emmanuel Macron se trompe-t-il toujours en politique étrangère ? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Pascal de Boniface, est avec nous, fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et auteur de ce livre Permis de tuer chez Max Milo. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que la France pèse dans les relations internationales aujourd'hui ? Toujours, mais moins qu'avant. On en parle dans un instant. 0826 300 300. On est ravis de vous accueillir avec Aude jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David, et c'est l'occasion de vous rappeler avec Philippe que nous ouvrons notre micro à qui le veut, bien entendu, que l'échange, le débat est ouvert en tout cas dans les vraies voix et tout au long de la journée, en tout cas sur cette radio. On vous invite en tout cas à donner votre avis, à commenter et à débattre aussi, parce que c'est le principe aussi de cette émission. Et autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole et auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold, Michael Sadoun, chroniqueur et consultant, et Luc Gras, auteur de La démocratie en péril. Tout de suite, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est une signature inespérée, obtenue in extremis. Malgré un départ précipité du G7 lundi soir, Donald Trump a créé la surprise en signant un communiqué commun. Nous demandons instamment que la résolution de la crise en Iran aboutisse à une désescalade plus vaste des hostilités au Moyen-Orient, y compris à un cessez-le-feu à Gaza. Depuis son avion présidentiel, Donald Trump n'a d'ailleurs pas hésité à critiquer ouvertement son homologue français quant aux causes de son départ. Le président français Emmanuel Macron, en quête de publicité, a déclaré à tort que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington afin de travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Faux, que ce soit volontaire ou non, Emmanuel se trompe toujours. À suivre.
Emmanuel Macron ne comprend jamais rien, a affirmé Donald Trump pour se faire de la publicité. Il a dit par erreur que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. C'est faux, tacle le président des États-Unis. Alors parlons vrai. Est-ce que les mots de Donald Trump sont du mépris pour Emmanuel Macron? Et à cette question, comme dit Trump, Emmanuel Macron se trompe-t-il toujours en politique étrangère? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir? Aude et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Et Pascal Boniface est avec nous, fondateur et directeur de l'ERIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, auteur de Permis de tuer chez Max Milo. Merci d'avoir accepté notre invitation, Pascal Boniface. Philippe Bilger. Baudelaire disait qu'il était piquant d'être traité d'idiot par un imbécile. Eh bien, il me semble que Donald Trump, lorsqu'il affirme que le président Macron se trompe toujours, est tout de même très injuste. Et lorsque Sud Radio pose cette question pertinente qui consiste à nous demander si la part internationale d'Emmanuel Macron n'est pas la plus faible, on est obligé de se demander alors qu'est-ce qu'il reste à côté. Fondamentalement, je pense que sur le plan international, on peut avoir des divergences avec Emmanuel Macron, mais il tient largement le choc par rapport au début du nouveau mandat de Donald Trump, et je dirais même que sur le plan de la géopolitique, il me semble qu'Emmanuel Macron n'est pas médiocre et que je dirais même que parfois il relève le niveau européen et a des positions très justes sur les deux conflits fondamentaux aujourd'hui. Mickaël Sadoun. C'est assez ambivalent pour moi parce que quand on parle de position de principe, je suis en général assez d'accord avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire que je trouve qu'il tient bien l'équilibre dans certains conflits. Sa position récente sur l'Iran en disant nous défendrons Israël, mais nous ne l'aiderons pas à attaquer parce que nous pensons que sur le dossier du nucléaire, il faut passer par une voie diplomatique plutôt que par la guerre. Je trouve que c'est une position d'équilibre pour la France. Je dis pas que c'est mon opinion personnelle, mais en tout cas pour la France et pour ce qu'il représente, je trouve que c'est une bonne opinion. Sur le conflit russo-ukrainien, il n'a jamais totalement fermé le dialogue à Vladimir Poutine tout en accordant un soutien assez inconditionnel à Zelensky. Je trouve en général ces positions de principe assez bonnes, mais dans les résultats, Emmanuel Macron est mauvais, désolé de le dire, en matière diplomatique, il n'a que des mauvais résultats. Sur le plan européen, il a peiné à faire avancer une Europe qui de toute façon ne veut pas avancer avec lui parce qu'il est décrédibilisé à l'intérieur et qu'en plus l'Europe est de plus en plus populiste et à droite et à mon avis est plus souverainiste et à mon avis c'est une bonne nouvelle. Sur le plan avec les pays arabes, il a réussi à se brouiller en même temps avec l'Algérie et le Maroc, ce qui est un exploit et on l'a déjà dit. En Afrique, la France a déserté au profit de la Russie et de la Chine qui maintenant ont une influence exclusive et de la Turquie qui ont une influence presque exclusive là-bas. Donc pour moi, Emmanuel Macron a tout raté sur le plan diplomatique. Donc il passe pas en classe supérieure visiblement. Je trouve Mickaël un peu dur. Alors sur le fond, je me demande s'il n'y a pas une explication psychologique parce que Trump revient à Washington et en réalité, il veut faire croire que c'est peut-être pour négocier. Or, il semblerait qu'il y ait quand même une décision forte de frapper très durement dans 48 heures l'Iran. Et donc, évidemment, dans cette perspective-là, la sortie d'Emmanuel Macron, elle n'est pas tout à fait la bienvenue pour Donald Trump. Ça, c'est l'explication psychologique. Pour le reste, je trouve que sur l'international, il est quand même avec un bilan plus favorable que sur la politique intérieure. Politique intérieure, c'est clair qu'il y a des choses très, très, très graves à reconnaître, mais il n'en demeure pas moins. Et pour pas être tous d'accord sur ce plateau, c'est pareil, c'est la même chose. Emmanuel Macron, quand est-ce que vous l'avez entendu parler des minorités qui sont persécutées dans les pays du monde? Quand est-ce que vous avez entendu parler des Ouïghours, de la Somalie, du Soudan? Je reprends toujours ces exemples. Des millions de morts, des centaines de milliers de gens dans les prisons. On peut parler de génocide aussi. Mais bien sûr, et on n'entend pas le président Macron. Donc ma critique de la gauche sur ce sujet-là, c'est la même pour Macron. Ce sont des gens qui sont à l'intérieur de l'Hexagone et qui n'en sortent pas, sauf pour parfois parader. Enfin, dernier point, c'est vrai qu'en termes de politique internationale, on attendait dans cette période-là qu'Emmanuel Macron, le héros de l'Europe, fasse avancer les choses dans un point de vue, alors pour le coup pas souverainiste, dans un point de vue européiste, de faire avancer les choses, qu'on vende plus de Rafale, qu'on construise l'Europe de la défense, etc. Or, encore pas plus tard qu'hier, Monsieur Trappier, le patron de Dassault, explique qu'il n'y a aucune commande cette année. Donc c'est... Alors, quand est-ce qu'on pourra commander en Europe des Rafales si on ne le fait pas maintenant? Allez, Stéphane, qui nous appelle de Bordeaux. Réaction. Réaction
question. Eh bien, sur ce que disait, c'est Michael Seoun, effectivement, je partage un peu. C'est Michael, c'est ça, j'ai des difficultés avec le prénom. Contrairement à ce qu'il disait sur sur les principes, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je trouve qu'au contraire, il est très hypocrite, et quand on voit sa position sur l'Iran, dire écoutez, vous tapez sur qui vous voulez, on ne vous suit pas, mais par contre on vous défend. Je trouve que c'est d'une hypocrisie monstrueuse, et c'est ça encourage finalement les assauts sur tous les voisins. Sur la scène internationale, je crois que ça a été une catastrophe à peu près partout, ces positions. On a perdu beaucoup d'influence en Afrique, on est un peu ridiculisé sur tous les théâtres, on n'est pas pris au sérieux en Asie, on n'est pas pris au sérieux un peu partout. Par contre, il faut lui faire grief quand même d'une petite réussite depuis 2 ans, disons, c'est qu'il a réussi à imposer la voix de la France. Alors malheureusement pas de la bonne façon, c'est-à-dire qu'on est loin des discours de Villepin, des positions de Chirac ou de De Gaulle, voilà. Mais il faut lui faire grief d'avoir réussi à faire de la France une voix qu'on continue d'écouter, mais au moins qu'on continue d'entendre. Voilà. Allez, merci Stéphane. Pascal Boniface. Il y a différents points de vue. Alors le vrai test, en fait, c'est est-ce qu'il va parvenir à aller vers l'autonomie stratégique européenne maintenant qu'il y a un lâchage américain. Il le plaidait auparavant. Bien sûr, la guerre en Ukraine est venue tout arrêter dans la mesure où tous nos partenaires européens pensaient que seuls les États-Unis nous protégeaient. Mais maintenant que les États-Unis nous mettent à la porte, divorcent avec nous, on n'a pas d'autre choix que d'aller vers l'autonomie. Et donc le vrai bilan sera de savoir s'il y parvient ou pas. Sur le Proche-Orient, il le met en même temps à ses limites, parce que finalement il s'est mis en même temps tout le monde à dos. Il n'est pas aimé par les Israéliens, il n'est pas aimé par les défenseurs des Palestiniens. Que Trump l'insulte comme c'est fait là, c'est plutôt à son avantage, parce que Trump est tellement impopulaire que quelqu'un qui est attaqué par Trump retrouve une sorte de popularité, y compris en France, où on l'a trouvé un petit peu ambigu par rapport à ce qui s'est passé sur l'Iran, et où il avait privilégié, disons, l'alliance avec les États-Unis plutôt que d'avoir une politique française un peu autonome habituelle. Et donc, s'il y a une difficulté avec Trump, ça peut jouer à son avantage. Trump étant tellement impopulaire dans le monde et en France que ceux qui s'opposent à Trump recouvrent une popularité. Mais le vrai bilan de Macron, on le verra au niveau de l'autonomie stratégique européenne. Par contre, c'est vrai qu'en Afrique, ça s'est très mal passé. Et au Proche-Orient, on ne pèse plus comme on pesait auparavant. Mais Pascal Boniface, Philippe, pardon. Est-ce qu'il n'est pas un peu dans la provocation, Emmanuel Macron, justement, pour essayer de se faire entendre ? Non, il faut quand même dire aussi les choses à Trump. Excusez-moi, quand il dit au président du Burkina qu'il faut réparer la clim, c'est quand même pas la meilleure méthode pour parler à un homologue. Ça date. Non, mais excusez-moi, Philippe Bugère. Non mais calmez-vous. Calmez-vous. Allez-y Pascal, pardon. Boniface. Là je parlais de Trump, donc effectivement, c'est vrai que les saillies qu'il peut avoir aussi bien sur le plan national que sur le plan international peuvent vexer les gens et ne pas être positifs. Mais par rapport à Trump, il faut quand même tenir tête. On ne peut pas accepter les multiples déclarations, et l'objectif réel, c'est de faire un consensus européen en profitant que le chancelier allemand lui-même a déclaré il y a peu qu'il fallait que l'Allemagne devienne indépendante des États-Unis. C'est quand même une révolution copernicienne pour les Allemands. Alors après, effectivement, la phrase pour le président burkinabé était pour le moins maladroite, et on a loupé des occasions en Afrique de l'Ouest, c'est clair et net. Mais une fois encore, il est normal de ne pas accepter, de se laisser, et Trump s'essuyer les pieds sur l'Europe, et c'est là qu'il faut avoir aussi le courage de s'opposer à lui. Moi, je trouve que parfois même, il ne s'oppose pas suffisamment. Et peut-être, si j'avais un reproche à faire, c'est que sa recherche de cohésion occidentale, donc y compris avec les États-Unis, l'empêche parfois d'être le pont que la France pourrait être par rapport aux pays du Sud global, alors qu'il y a une attente traditionnelle de ces pays envers la France, et maintenant ils estiment que c'est plutôt l'Espagne qui joue ce rôle-là, sauf que l'Espagne n'a pas le poids diplomatique de la France, mais on est un peu plus absent. Macron martèle sans cesse qu'il ne faut pas couper les ponts avec les pays du Sud global, mais comme il veut à tout prix leur faire adopter la même attitude que nous sur la guerre Russie-Ukraine et qu'ils ne veulent pas, ça crée un certain froid.
Pascal, est-ce que, paradoxalement, alors qu'on attendait, enfin pour ceux qui se félicitaient de la réélection de Donald Trump, un Trump finalement cohérent et matamore, capable de trancher, est-ce que le fait qu'il se révèle paradoxalement plutôt un monstre d'ambiguïté ou d'indécision, ça ne devrait pas ouvrir une voie royale à Emmanuel Macron ? Oui, en fait, il n'est pas ambigu. Il dit que l'Union européenne est un ennemi, qu'elle a été créée pour entuber les États-Unis et qu'il ne faut pas compter sur eux si on avait des problèmes. Donc, en fait, il faut tenir compte du fait qu'on a été répudié par les États-Unis. Et donc, effectivement, Philippe, tu as raison, ça ouvre des espaces puisque le projet d'autonomie stratégique européenne était inaudible avant le 20 janvier 2025. Il est de nouveau audible et pour beaucoup d'Européens, notamment dans les opinions publiques, ce n'est plus une option irréaliste et illusoire comme auparavant, c'est plutôt une nécessité. Luc Gras. Non, je voulais simplement dire que chez Emmanuel Macron, les qualités qu'il a de charmeur égocentré peuvent être valables en politique internationale pour séduire. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe avec Emmanuel Macron. Il séduit son interlocuteur, mais ça ne s'inscrit pas dans la durée. C'est une sorte de lévrier et c'est pas un coureur de fond. Donc en politique internationale, il obtient à chaque fois très bons contacts initiaux, mais comme dans la durée, il est fluctuant avec son nini, etc., ça met en difficulté. C'est dommage parce que ces qualités qu'il avait de séducteur auraient pu en faire un excellent médiateur, notamment dans le conflit au Moyen-Orient ou en Ukraine, etc. Mais il rate le coche parce qu'il délivre tout de suite ses cartes et il ne peut pas s'empêcher de prendre des postures. Et en médiation, les postures sont pas possibles. Pascal Boniface, vous qui avez écrit, pour vous faire réagir, beaucoup de livres sur le football, Emmanuel Macron, ça tient une mi-temps, mais la deuxième, c'est plus compliqué en relations internationales ? En fait, ça dépend aussi, une fois encore, il y a plutôt des victoires et des défaites. Il y a un peu, le tableau est mitigé. Il était très bien parti, il a suscité beaucoup d'espoir lors de son arrivée au pouvoir. Ensuite, ça a été très nettement ralenti. Donc là, il y a un défi Trump, il y a aussi un défi Poutine. Mais disons qu'il s'était réclamé du gaulo-mitterrandisme lorsqu'il est arrivé, et ce gaulo-mitterrandisme s'est essoufflé au fur et à mesure pour être un occidentalisme plus traditionnel. Moi, je crois au contraire de Luc Gras que cette attitude de séduction d'Emmanuel Macron n'est pas efficace diplomatiquement, d'autant plus dans une époque où les hommes forts... C'est ce qu'il dit, il dit que c'est pas efficace sur le long terme. Oui, mais non, il dit que ça aurait pu en faire un interlocuteur de choix pour résoudre certains problèmes. Je crois ouvrir la porte. Mais on n'est plus dans cette époque-là. On est dans une époque d'hommes forts qui ne se laissent absolument pas embrouiller par ses positions de principe. Et j'ai parlé tout à l'heure des positions d'équilibre d'Emmanuel Macron que j'aime bien sur le principe, mais qui n'ont aucune efficacité dans la pratique. Et je dirais exactement l'inverse de Trump, c'est-à-dire que c'est un homme brutal qui dit tout et n'importe quoi, qui souffle le chaud et le froid. Mais en tout cas, dans son premier mandat, sur le plan international, il y a eu une certaine efficacité, une certaine docilité de l'Iran, un calme, je dirais, relatif au Moyen-Orient, un retrait des troupes d'Afghanistan, ce qui était une bonne chose à faire finalement, le fameux déshielo, le dégèlement avec Cuba, la poignée de main avec la Corée du Nord. Donc Trump, c'est exactement l'inverse. Oui, c'est-à-dire, c'est des mauvaises positions de principe, mais qui ont des bons résultats. Parler de position de principe chez Emmanuel Macron, je trouve qu'il faut être assez courageux. Il n'a rien obtenu. Oui, Pascal Boniface sur la Corée du Nord, il n'a rien obtenu. Oui. Non, il n'a rien obtenu. Il ne pouvait rien obtenir. D'ailleurs, c'est juste le spectacle. Parce qu'en fait, Trump est encore plus dans le spectacle que Emmanuel Macron. Il est encore plus dans la séduction-répulsion. Et en fait, il a fait de nombreux actes de politique étrangère pour avoir des photos, pour avoir des images et pas de résultats. La Corée du Nord en est vraiment un exemple illustratif. Et il avait dit qu'il a signé un accord magnifique pour amener la paix avec les accords d'Abraham. On a vu ce qui est arrivé par la suite. Donc non, le bilan n'est pas aussi bon que ça. Et par rapport à la Chine, les États-Unis ont continué à perdre du terrain par rapport à la Chine parce qu'il n'a pas su de créer des alliances autour de la Chine. Contrairement à Biden, Sleepy Joe a fait beaucoup plus pour contenir la Chine que Donald Trump. Je trouve que les accords d'Abraham ont quand même eu une efficacité pérenne, même pendant le conflit entre Israël et Gaza. Il y a certains pays arabes qui ont continué d'affirmer un soutien à Israël, et je trouve que c'était bienvenu à ce moment-là. Mais est-ce qu'au fond... oui, mais ils n'ont pas changé la situation. Il y a quand même la guerre a repris, alors que les accords d'Abraham étaient censés apporter la paix. Donc ils n'ont pas apporté la paix. Les pays du Golfe, de toute façon, n'allaient pas faire guerre à Israël.
Au contraire. Et c'est quand même le problème, c'est bien le problème. Est-ce qu'au fond, Pascal, il n'y a pas un critère qui est très intéressant sur le plan des antagonismes diplomatiques, c'est de voir la confrontation des vocabulaires. Quand on entend Donald Trump parler des problèmes internationaux, il a un vocabulaire purement psychologique qui oscille entre l'hyperbole ou la descente en flamme. Est-ce qu'il n'y a pas là même un problème, j'allais dire presque de rationalité internationale? En fait, il fait de la mise en scène très en permanence et il parle pas aux autres dirigeants, il parle à ses électeurs. Donc c'est ça. Je veux dire, quand Trump fait de la politique étrangère, il parle toujours à ses électeurs. Il parle pas aux autres dirigeants. Donc il se fout complètement. Il l'a prouvé d'ailleurs en quittant le G7 avant la fin, ce qui n'est pas une marque de correction et de respect pour ses hôtes très forte. Mais Pascal Boniface, vous l'avez rappelé, je l'avais rappelé d'ailleurs, en Afrique, d'ailleurs c'est vous qui aviez commencé, Michael Sanoun, en Afrique francophone qui était le précaré français depuis plus d'un siècle, on s'est fait virer du Mali, du Burkina Faso, du Tchad, etc. Quelle est aujourd'hui la principale zone d'influence française en l'an de grâce 2025, s'il en reste une? L'Élysée. Le 8e arrondissement, donc. Non. Il y a plus cela. On est mieux perçu dans l'Afrique lusophone et anglophone, mais effectivement, il y a un échec grave parce qu'on n'a pas su comprendre les évolutions de ces pays africains et on a tout visé sur les ingérences russes alors qu'il y avait d'autres choses à prendre en compte. Donc effectivement, là-dessus, c'est un échec, ça c'est clair. Une question, Pascal Boniface, est-ce que vous ne croyez pas que la montée en puissance d'hommes soi-disant forts, comme l'a dit tout à l'heure Michael, est-ce que c'est pas ça la problématique du monde aujourd'hui, là où on devrait avoir des hommes de dialogue et des médiateurs, on a des hommes qui n'ont finalement pas de principe, si ce n'est parfois l'argent, et qui cherchent à s'imposer par la force. On le voit avec Erdogan en Turquie, Trump aux États-Unis, Poutine en Russie, etc., Xi, etc. Et finalement, est-ce que le monde n'est pas en train de souffrir et d'aller vers des choses plus graves parce qu'on a des hommes soi-disant forts qui n'ont rien compris à la politique internationale, qui est d'abord celle du dialogue et des médiations? Vous avez parfaitement raison, c'est le retour de la force, c'est le recul du droit, et de plus en plus il y a des mâles alpha qui pensent que ils doivent tout résoudre par la force, alors que généralement l'usage de la force depuis le début de ce siècle n'a conduit qu'à des échecs. Irak, Afghanistan, Libye, etc. Donc la liste est longue des échecs militaires, mais il y a des gens qui pensent en fait qu'ils doivent s'imposer par la force et que comme les autres le font, pourquoi se priveraient-ils de le faire? Donc il y a une sorte de prolifération de dirigeants qui estiment que le multilatéralisme est une concession inutile et qu'elle affaiblit et qu'ils doivent exprimer haut et fort leur position sans tenir compte des autres, ce qui est bien sûr contraire avec l'essence d'un monde globalisé. Juste une dernière chose, Pascal Boniface. En même temps, quand vous regardez finalement la période Emmanuel Macron, on peut pas dire qu'il n'a pas eu des crises et des événements majeurs qui se sont percutés. On a l'impression que ça vient tous les 15 jours, donc c'est compliqué aussi pour lui. Oui, effectivement. Et puis, il est aussi affaibli sur le plan intérieur. Donc, c'est plus difficile de se déployer sur le plan international quand on est affaibli sur le plan intérieur. Même si on a l'impression que, du coup, il s'occupe moins de politique intérieure et qu'il a plus de temps à consacrer aux dossiers internationaux. Mais c'est vrai qu'entre la guerre en Ukraine, le Covid, maintenant le Proche-Orient, les conflits en Afrique, le moins qu'on puisse dire, c'est que le monde est très troublé et qu'on n'est pas dans un monde pacifique où la diplomatie l'emporte. La diplomatie est remise en cause par les majorités des acteurs internationaux. Absolument. Je sais pas j'avais envie de dire, Emmanuel Macron a en effet connu des crises. Il en a pas connu, à mon avis, plus que d'autres présidents. Et puis il a une manière de les gérer qui est mauvaise. Si on prend l'exemple du Covid, Gaza. Oui, mais si on prend l'exemple, par exemple, du Covid. Le gouvernement n'arrête pas de nous dire on a une super mauvaise gestion budgétaire, mais c'est pas de notre faute, il y a eu le Covid. Quand vous regardez l'Allemagne ou l'Italie, qui ont connu exactement en fait la même pandémie que nous, ils n'ont pas eu la même gestion de ce phénomène-là. Donc leur budget est meilleur. Donc je trouve que c'est une excuse trop facile pour Emmanuel Macron. Voilà. Merci beaucoup Pascal Boniface en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous revenez quand vous voulez dans un instant. Quand il a parlé de mal alpha, moi j'ai tout de suite pensé à Philippe Bilger. Pourquoi? Mais surtout lorsque des animateurs s'excitent sur un problème capital. Les mâles alpha sont le mal du monde. Mais non, il faut des mâles alpha, c'est très bien. Il en faut arrêter. Il y a aussi des vous en êtes un. Excusez-moi. Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre une petite camomille. On revient dans un instant. Merci beaucoup.
beaucoup, Pascal Boniface. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission de donner la parole au territoire sur les campagnes. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et il y a de la générosité autour de cette table avec Philippe Bilger, Mickaël Sadoun et Luc Gras et avec Philippe David qui distribue des tacles à tout le monde aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a, Philippe. C'est la préparation des vraies voix du foot. Ah oui, c'est ça. Et on aura invité un invité exceptionnel ce soir d'ailleurs. Ah bon, qui ? Pierre Ferracci, le président du Paris Football Club qui monte en Ligue 1 et qui va nous parler du projet parisien notamment. C'est bien. On parle de Bilger attaquant et ça, je demande à voir. Ouais. Et il faut vous calmer. Voilà, c'est ça. En attendant, Stéphane de Bordeaux est avec nous. Stéphane, vous connaissez le principe, c'est à vous de lancer le jingle de Qui c'est qui l'a dit. Eh bien, qui c'est qui l'a dit ? C'est parti les amis. Voilà. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et ça rime, c'est bien. Écoutez bien Stéphane. Question, qui c'est qui l'a dit ? Bruno Retailleau parle comme un homme de droite, mais agit comme un homme du centre. Bardella. Non. Pas mal. Non, c'est le même parti. Mais c'est pas lui. Chenu. Non. Tanguy. Jacobelli. Non. Odoul. Non. Il n'est pas député. Il est maire. Il est maire. Non. Mais non. Luc Gras était le premier. Ah oui, tu l'avais, mais c'est moi qui l'ai dit. Louis, C'est souvent comme ça avec Mickaël. Louis Mais c'est moi qui le dis. maire et reine de Perpignan. Et c'était ce matin sur Sud Radio. C'est ça, Qui j'allais dire c'est Perpignan. qui l'a dit, Stéphane ? LFI est tout sauf un barrage contre l'antisémitisme. C'est notre ami de... comment s'appelle-t-il ? Gage. Non. Pas du tout. Non. Quelqu'un qui a eu de très très hautes fonctions. Qui aime les scooters ? Hollande. Hollande, évidemment. Je sais pas, ça répond au quart de tour sur le scooter. Ah ouais. C'est ça. Quand je pense qu'il l'a vendu son scooter. C'est fou. Cher en plus. Oui, ouais. cher en plus. 10 000 balles, non ? Oui. Oui. Bon, le scooter, c'est pas mal. C'est fou, c'est bien. Qui c'est qui l'a dit ? Écoutez bien Stéphane. Depuis 2017, la délinquance des mineurs a fortement baissé en France. Marine Le Pen. Non. Ah non, pas du tout. C'est une ministre. Non, mais je sais bien. Je sais pas non plus. Comment ? Prima. Non. Non. Très médiatique. Ouais. Bonne réponse, il l'a dit en premier. Luc Gras, c'est moi qui l'ai dit là. Non, il l'a dit avant. Je l'ai dit avant. Non. Qui c'est qui l'a dit, Stéphane ? Donald Trump n'a pas tort quand il dit qu'Emmanuel Macron se trompe toujours. Stéphane. Qui peut dire ça ? Je sais pas, j'ai pas Il est écouté chauve. Il est chauve. Philippe David. Non, c'est pas moi, non. Beaucoup plus connu. Ciotti. Bonne réponse. Mais vous avez contrôle antidopage là pour Luc Gras là. Depuis qu'il est séducteur, ça marche. Philippe David n'est pas chauve, il est rasé de près. Non, il est mai à l'intérieur, Philippe. C'est pour pas les salir. Question, qui c'est qui l'a dit ? De l'argent, il y en a. Le problème, c'est qu'il ne part pas dans les bonnes poches. Stéphane, ce n'est pas une femme politique. Pourquoi vous dites que c'est une femme ? Ah bah oui, j'ai fait une gaffe. Si, ça me dit quelque chose. Ça pourrait être c'est Binet, non ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Je voulais le dire. Il n'a pas répondu, Philippe. Vous vouliez dire quoi, Stéphane ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Je me serais trompé. Ouais. Je voulais le dire. C'est Sophie Binet. Sophie Binet. Football. Eh oui, Voilà. c'était sûr. Et la dernière question. Allez. Qui c'est qui l'a dit ? Notre État dépense trop d'argent qu'on n'a pas. Il y a des économies à faire sur la réduction des services administratifs. Lyon. Non. C'est l'invité de Sud Radio demain matin. Il l'avait dit. Ah oui, il l'avait dit, mais... mais alors c'est... Ah non. Et si vous commencez à imiter Philippe Bilger sur la mauvaise foi, Stéphane. Il l'avait dit il y a longtemps. C'est quelqu'un qui a eu de hautes fonctions. Pas aussi hautes que François Hollande, mais c'est déjà pas mal. Ah bon ? Raffarin. Non. Et il sera demain chez Jean-Jacques Bourdin. Mais alors là, d'accord. Et c'est un ancien. Ancien Premier ministre. Non. Ancien Premier ministre, oui. Barnier. Bonne réponse de Mickaël Sadoun. Ah voilà. J'ai sauvé l'honneur. Michel Barnier. Michel Barnier, demain matin, c'est à 8h30. Vous l'entendrez bien entendu sur Sud Radio. Alors, on en est où Eh du bien, score ? écoutez, Luc Gras, alors là, 12 points, dans une forme olympique. Alors là. Mickaël Philippe, 3 points. Bon,
Stéphane, c'était un bon début, mais il y avait quand même du lourd en face là. Non mais là il y avait en face il y avait du très lourd. Mais Stéphane n'a pas de points? Non, il n'a pas de points. Je me suis gouré de colonne. Je me suis planté. Je partage avec Stéphane. Écoutez, il partage. Vous avez 1,5 point. Stéphane, ce sera la prochaine fois. Il faut toujours commencer par quelque chose. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à vous. À très bientôt, Stéphane. Et vous restez avec. À bientôt. Vous restez avec nous dans un instant. Le journal et puis la météo de Rémi André. Je crois qu'elle est très très chaude, la météo. Et ça va monter. Philippe David, c'est chaud aussi? Oh oui. Heureusement que le ridicule ne tue pas pour certains. Oui. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Ils ne sont toujours pas en maillot de bain, mais ça ne saurait tarder. Il vous reste une petite heure, messieurs. En tout cas, Philippe Bilger autour de cette table, Michael Sadoun et Luc Gras, politologue et auteur de ce livre, La démocratie en péril. En attendant, vous laissez des messages sur notre répondeur et on les écoute. Bonjour, je suis Denis de Dordogne. Je voulais réagir un peu par rapport aux propos de Françoise de Gois sur Françoise Hollande qui nous dit que ça a été un monsieur fantastique comme président, qu'il a fait consensus chez les socialistes. N'oublions jamais qu'il s'est présenté. Pourquoi? Parce que Strauss-Kahn s'est disqualifié en faisant l'imbécile, c'est tout. Ou alors est-ce que c'est un complot? Est-ce que si? Est-ce que ça? Bref, il a bénéficié du retrait de Strauss-Kahn, point à la ligne, mais certainement pas parce qu'il a été bon. La preuve en est, c'est qu'il était tellement nul qu'il n'a même pas pu se représenter. Et puis quand on voit les propos qu'il tient encore hier par rapport à l'Iran, par rapport à tout ça, je crois qu'il ferait mieux de fermer sa grande gueule. Puis point à la ligne. Voilà. Allez, bonne journée. Et rhabillé pour l'hiver. Voilà. Je ne suis pas l'exégète de la pensée de Françoise de Gois, mais elle ne paraît pas une inconditionnelle de François Hollande, même si elle l'aime bien. Moi, je trouve François Hollande très sympathique en dehors de ses insuccès politiques. Oui, ça s'appelle un enterrement de première classe. Et c'est très classe. Alors non, franchement, François Hollande, on peut s'interroger sur est-ce qu'il était formaté pour être président de la République, car contrairement à ce qu'il croit, un président de la République sous la Ve République n'est pas un homme normal. Et donc le fait qu'il soit lui-même et qu'il le revendique normal était un petit peu la limite. C'est quelqu'un de plutôt sympathique, plutôt qu'un peu ancien président. C'est plutôt quelqu'un qui a à peu près quand même une vision claire des choses, mais il manquait un peu de densité et c'est probablement ce que, dans ces périodes de crise que nous traversons, manque à la France. Moi, au-delà de la personnalité de François Hollande, normal, pas normal, etc., vraiment sur le fond, son quinquennat, pour moi, est le mandat le plus catastrophique de la Ve République. De loin, le quinquennat de François Hollande, c'était Christiane Taubira à la justice, une catastrophe. Najat Vallaud-Belkacem à l'éducation, une catastrophe. Mais des résultats, mais vraiment, j'ai pas de mots, vraiment des résultats misérables. Donc aujourd'hui, quand j'entends une certaine gauche dire « Oh là là, la gauche du PS s'est perdue dans l'alliance avec Mélenchon », pas du tout. Le PS est un parti perdu et mauvais depuis au moins François Mitterrand, pour moi, qui a eu des résultats catastrophiques pour la France. Donc voilà. Goethe a dit la nuance est d'essence divine, et je reconnais bien ça en vous, cher Michael. Mais alors là, je revendique une certaine radicalité sur François Hollande. Vous savez ce qu'on dit après ce que vous venez de dire? On dit bisous, François. Je ne sais pas ce qu'on peut lui dire d'autre. Il a plus de scooter, il a plus de scooter. Je l'ai déjà croisé en vrai, il est hilarant, il est très sympathique. Mais je parle du bilan politique, il est catastrophique. D'accord. Philippe Bilger, vous êtes catastrophé? Oh non, moi je suis pas catastrophé. Enfin si, quand même, oui. Non mais là c'est plus que catastrophé, c'est outré. D'accord, outré. Vous avez dit Philippe Bilger. Oui. Ah bah vous n'allez pas savoir là. Parce que je ne pense qu'à vous, Philippe. Si vous m'assimilez à Philippe David en permanence, c'est plus qu'un honneur. Il a montré une maîtrise de lui-même exceptionnelle. Philippe Bilger, il n'y a qu'un Philippe pour moi, c'est le Philippe Bilger, donc j'efface. Si ça pouvait. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Philippe Bilger autour de cette table, Michael Sadoun, Luc Gras et vous au 0826 300 300. C'est toujours un plaisir de vous accueillir avec Philippe David, bien entendu, quand il est de bonne humeur. Parce que là, c'est marrant, tous les jours à 18h15, il est de mauvaise humeur. Allez, les vraies voix Sud Radio.
Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Le Bourget. En Seine-Saint-Denis, pourquoi Le Bourget? Parce que c'est là que se déroule le Salon de l'air et de l'espace qui a commencé hier. Et que ce qui s'y est passé m'a laissé franchement pantois. En effet, dans le hall 3 du parc des expositions, les stands des exposants israéliens ont été masqués de contreplaqué et de tissu noir pour en interdire l'accès et masquer leur production. Une décision prise parce que, selon François Bayrou, la situation à Gaza est moralement inacceptable, je cite, et, je cite encore, impose de marquer une réprobation et une distance. Des propos auxquels ont été ajoutées une demande surréaliste, disant que si les 5 entreprises renonçaient à présenter des armes offensives, elles pourront continuer à exposer. Des mesures et demandes qui ont créé à juste titre des réactions courroucées au plus haut niveau de l'État hébreu. Et je dois dire que ce nouveau roulement de mécanique face à Israël m'énerve plus que jamais. Commençons par le 2 poids 2 mesures. A-t-on fermé de force les stands américains lors des salons de 2003 ou 2005, alors que les USA s'étaient lancés dans une guerre en Irak, menée sur le mensonge total des fameuses armes de destruction massive? A-t-on demandé à Boeing, Raytheon ou Northrop Grumman de n'exposer que des armes défensives? Jamais de la vie, car on n'aurait jamais osé demander aux États-Unis 1% de ce qu'on demande à Israël. Ensuite, qu'est-ce qu'une arme défensive? À part le gilet pare-balles et le missile antimissile, j'en vois pas beaucoup. Un Rafale, c'est une arme offensive ou défensive? Si ça abat un avion qui vient vous attaquer, c'est défensif, mais s'il largue une bombe, c'est offensif. En revanche, s'il largue une bombe contre une base d'un pays qui vous attaque, c'est offensif ou défensif? Bon sujet de philosophie, c'est d'actualité, vous avez 4 heures. D'ailleurs, pour faire preuve d'empathie, en me mettant au niveau des autorités françaises, une main est à la fois une arme défensive, si elle part un coup, mais aussi offensive si elle en donne un. On aimerait donc que nos dirigeants réfléchissent avec leur tête avant de prendre des oukas contre un pays démocratique et ami, mais peut-être que réfléchir est trop demandé et que nos dirigeants ont renoncé à utiliser leur tête, puisqu'une tête peut devenir une arme offensive. La preuve par le coup de boule de Zinedine Zidane à Marco Materazzi. Je trouve que votre point de vue est très intéressant parce qu'en réalité, il montre que, contrairement à ce qu'on peut croire, en géopolitique et dans ces problèmes internationaux, l'attitude la plus cohérente, la plus simple, c'est peut-être rectiligne. C'est-à-dire qu'à force de vouloir s'adapter à la complexité du monde, des pays et des régimes, on aboutit à des aberrations. Allez. Non, j'ai trouvé la chronique vraiment brillante. Et puis, je rajouterai une chose à ça, c'est que on parlait d'armes défensives et d'armes offensives. Il se trouve que le domaine dans lequel Israël brille dans l'armement, c'est les systèmes antibalistiques, précisément parce qu'ils sont défensifs et qui permettent de protéger leurs citoyens plutôt que d'attaquer ceux des autres pays. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Une seule phrase: couvrez ce sein que je ne saurais voir. Molière, le Tartuffe. Eh ben, c'est bien dit. C'est très joli. Ah oui. Merci beaucoup Philippe David. Allez tout de suite l'info en plus et c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et ça vient de tomber. Après le Sénat, l'Assemblée nationale vient de valider la suppression des zones à faible émission que vous connaissez sous l'acronyme ZFE. Oui, il y avait du suspense puisque finalement le groupe macroniste avait prévu de voter contre ce projet de loi simplification, un texte pourtant issu à l'origine du passage de leur chef Gabriel Attal à Matignon, sauf qu'entre-temps, il avait été enrichi ce texte au Parlement et dans un sens qui a laissé à certains en Macronie un arrière-goût de détricotage de leur bilan écologique. Après la fin du zéro artificialisation, c'est donc la fin de ces ZFE qui excluaient les véhicules les plus polluants des grandes agglomérations. Pourtant, malgré cette consigne du groupe Renaissance de voter contre. Pour 275, contre 252, l'Assemblée nationale a adopté. Eh bien, certains députés macronistes n'ont visiblement pas suivi la consigne de leur groupe, suppression des ZFE adoptée, une mesure réclamée de longue date par 40 millions d'automobilistes. Nous sommes avec le délégué général de l'association. Bonsoir Pierre Chasseret. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. C'était l'un de vos combats emblématiques, ces zones à faible émission. Ouais, c'était plus qu'un combat, c'était depuis maintenant 2015 sur les antennes de Sud Radio, dans l'émission Ça roule, qu'on se battait contre ce projet qui était anti-automobiliste, anti-social. Alors je ne vais pas vous cacher qu'on a eu un petit peu chaud aux miches, comme on pourrait dire.
il a fallu prendre son téléphone et puis appeler les parlementaires, y compris macronistes, pour leur expliquer que on pouvait pas écouter le président de la République sur ce coup-là. Alors, je vais faire un petit mot un peu ironique. Je veux dire que cette fois-ci, les ZFE sont bel et bien des zones finies et enterrées. La ZFE, ça sera le nouvel acronyme. Et puis, Emmanuel Macron, lui, a tenté de les déterrer. Bon, si même le président de la République n'y arrive pas, cette fois-ci, c'est fichu pour les ZFE, tant mieux. C'est un ouf de soulagement pour beaucoup. Allez, je rectifie un petit point de votre chronique. Mais juste un point. Ce n'était pas l'interdiction de circuler des véhicules les plus polluants, c'était l'interdiction de circuler des véhicules les plus anciens. Car contrairement à ce que les politiques, et notamment le gouvernement macroniste, avaient tenté de nous faire avaler et gober, non, c'était pas un critère de pollution qui était mis en avant, mais bel et bien de l'ancienneté. C'était pas juste, c'était juste horrible pour des familles qui se retrouvaient complètement piégées dans l'incapacité d'aller bosser, d'aller passer du bon temps en famille, de se promener. Bref. Dont certains ont fait l'effort de changer en plus. Oui, c'est ça, parce que ça fait quelques années, ils ont peut-être pas gardé leur vieille voiture. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, depuis le début, je disais, faites confiance à l'association 40 millions d'automobilistes, on va gagner. Alors, je vais pas vous rentrer dans le secret des dieux, mais vraiment, j'ai pris mon téléphone et pour les députés macronistes qui ont changé leur vote, je sais que l'association 40 millions d'automobilistes y est pour beaucoup. Merci à eux, merci du courage qu'ils ont eu, parce que c'est pas facile de voter contre son propre parti, mais quelquefois, on nous fait le coup du sens de l'histoire, où il faudrait plus de voitures, plus rien. Moi, je veux bien, mais si demain il n'y a plus de voitures, il n'y a plus d'économie. Donc, heureusement qu'on a réussi à l'emporter. En tout cas, merci beaucoup Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobiles. On vous retrouve tous les matins dans Ça roule à 6h15. Et merci d'avoir, en tout cas, lutté contre ces ZFE. Ça y est, c'est fini. Qui c'est qui l'a dit? C'est Pierre Chasseret. Allez, merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous. On revient dans un instant avec le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger. J'ai parlé de l'éloquence pour les handicapés. Avec vous, Mickaël Sadoun. Je vais parler de la taxe Zuckman. Et Luc Gras. Moi, je vais parler qu'il y a le feu dans le monde et qu'il faut revenir à la citoyenneté. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300. Vous pouvez tout commenter chez nous. Vous êtes les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix qui sont dans une forme olympique. Philippe Bilger, Luc Gras, philosophe, qui cite Molière, ça fait du bien. Mickaël Sadoun, le seul qui ait mis une veste et qui tient donc la chaleur. Et évidemment, l'incontournable Cécile de Ménibus. Et savez-vous, Cécile, ce que nous devons faire à cette heure-là? Écoutez un jingle soigneusement concocté par notre ami Maxime pour le tour de table de l'actualité. Il est mûr. Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ah bon? Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. C'est tout à fait vrai. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Le tour de table De l'actualité. Et pourtant, il va bien falloir qu'on parle avec des gens. Philippe Bilger. Bravo pour la référence à Kaamelott. Ouais, j'adore, ma passion absolue. Vous voulez revenir sur ce concours d'éloquence pour handicapés? J'ai lu ça ce matin. Ce soir, il y a un concours d'éloquence qui va décerner ses prix et qui a été organisé pour des personnes handicapées de toute nature. Et j'ai été très touché par le fait que l'expression publique, évidemment, n'est pas dévolue seulement aux gens qui ont la chance de ne pas avoir le moindre handicap, mais peut aider ces personnes handicapées à sortir d'une forme de détresse et peut-être de mal vivre. Et il y a une très bonne formule qui a été utilisée pour vanter ce concours, c'est de dire « j'ai transformé mes peurs en mots ». Je trouve ça très beau et très juste, et on pourrait d'ailleurs en général trouver que c'est une devise qu'on devrait généraliser. Toutes les peurs du monde, si elles pouvaient se transformer en mots. Là, je sais que je suis dans la veine humaniste de Luc, donc je sais que j'ai raison.
Eh bien, précisément, je trouvais tout à fait admirable et intéressant ce que vient de dire Philippe, parce que c'est une vision positive des choses. C'est-à-dire que on est dans une société, tous les jours, on nous rabâche que ça va pas, qu'il faut gonfler les muscles, et vas-y Trump, etc., etc. Or, c'est pas le chemin. Le chemin, c'est d'être apaisé et c'est de construire pas à pas, sans jamais renoncer à avoir un regard positif, comme vient de le faire Philippe Bilger. Mickaël. Non, mais moi j'adore ce que j'entends là. Moi, comment vous dire, j'ai fait en fait pendant mes études un petit peu ces histoires de concours d'éloquence, etc., qui m'ont amené plus tard vers même des exercices de média training. Et d'ailleurs, on en parle souvent avec Philippe Bilger en dehors de ce plateau même. Je trouve que c'est un exercice extraordinaire, évidemment pour les personnes handicapées. Pour les autres aussi, qui peuvent aussi être timides et comprendre qu'ils peuvent sortir d'eux-mêmes quelque chose de positif, un message à transmettre, qu'ils peuvent trouver des oreilles attentives à leur message et qui leur donnent une importance. Voilà. Et je pense que ça s'applique à tout le monde, y compris évidemment à ces personnes handicapées. Alors je rappelle que tout type de handicap, surdité, trisomie 21, trouble du spectre de l'autisme, et ils ont travaillé l'expressivité, le regard et la posture. C'est vrai que c'est assez formidable. En tout cas, c'est bien de l'avoir porté, mon cher Philippe. Mickaël Sadoun, la taxe Zucman. Oui, je voulais revenir sur cette taxe Zucman. Le principe, c'est que elle s'appliquera au patrimoine donc immobilier, plus financier, plus valeur comme de l'art, etc., de plus de 100 millions d'euros à hauteur de 2% de cette masse patrimoniale par an. Je trouve que cette taxe est une absurdité économique totale. Un premier argument serait de dire que pour la payer, certains chefs d'entreprise qui n'ont de patrimoine que leur entreprise seraient obligés de vendre des petits bouts de leur entreprise pour pouvoir la payer chaque année, parce que 2% de son patrimoine, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que vous avez 50 euros, et tous les ans, vous payez 1 euro sur les 50 euros, il vous en reste moins. Bon, même si vous pouvez évidemment gagner dans l'année. Ça les obligerait à vendre des parts de leur entreprise à l'étranger, et la France s'appauvrirait encore un peu plus. Ça, c'est sans parler évidemment des valeurs immobilières type hôtels particuliers, pourquoi pas des propriétés immobilières à Paris, etc. Et on céderait encore un peu plus de parts de la France au Qatar, à la Russie et à qui sais-je d'autre encore. La deuxième chose, c'est évidemment que ça décourage l'initiative individuelle qui parfois peut être démesurée. Et tant mieux que certaines personnes veuillent devenir milliardaires. Je ne parle pas comme Emmanuel Macron en disant que tout le monde devrait vouloir devenir milliardaire. Je trouve ça très bien qu'il y ait des gens qui se contentent de simplicité et de moins. Mais il se trouve que certaines personnes veulent devenir milliardaires et en route créer des empires, des emplois qui créent certainement du bonheur, de la stabilité pour des milliers et des milliers de personnes. Donc ça découragerait évidemment l'initiative individuelle, ça pénaliserait la croissance, et je rappelle qu'on en a quand même besoin dans une logique de finances publiques et d'économie à trouver, parce que je vous rappelle que plus on fait de croissance et moins on a besoin de trouver d'économie, parce que ça veut dire qu'on crée de la richesse. Donc je trouve qu'à tout point de vue, cette mesure n'est rien d'autre que le fait de vendre en fait les derniers bijoux de famille de la France pour en faire un pays pauvre définitivement. Mickaël, là je m'incrimine moi. Il y a des idées qui paraissent immédiatement justes, comme celle-là, équitable, et qui pourtant, à vous entendre, serait une catastrophe. C'est fréquent ça, à votre avis, en économie? Oui. Je pense que c'est très fréquent en économie et que souvent, en économie, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est pour ça que l'éducation à l'économie est importante, et on sait que la France, en l'occurrence, c'est très pénalisé par rapport à ses voisins en termes d'éducation économique. C'est peut-être aussi une question culturelle, parce que dans les pays protestants, par exemple, la culture de discours économique et financier, je dirais, fait partie de l'histoire presque même des pays. Aux États-Unis, les pères fondateurs avaient des discours très précis sur la manière dont il fallait gagner son argent, dont il fallait l'investir, etc. En France, on a un petit peu moins ça, au nom d'une culture sociale et républicaine que j'apprécie beaucoup, mais qui parfois peut avoir des conséquences économiques moins favorables. Je vais faire une illustration que, aux vraies voix, on peut ne pas être d'accord. Oui. Évidemment, moi je trouve que c'est plutôt intéressant philosophiquement, et rester dans votre naturel, Philippe Bilger, de intuitivement comprendre que évidemment qu'il faut que dans un pays dont les ressources sont aujourd'hui comptées, il faut que chacun mette sa contribution en proportion de ses moyens. Et donc la taxe Zucman a le mérite philosophiquement de mettre sur la table la question de la participation des plus fortunés.
continuer. Il s'agit évidemment pas de partir dans un discours moralisateur, ni dans un discours ultralibéral qui consisterait à dire on va prendre les bijoux de famille pour couler la France, l'économie, etc. Il ne s'agit pas de ça. On n'est pas à hauteur de cela. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut que chacun participe. Or, le discours qui consiste à dire les créateurs d'entreprises créent de la richesse, foutez-leur la paix, et qu'il n'est pas non plus besoin de répondre à l'idée de solidarité nationale, à l'idée de fraternité, celui-ci n'est pas recevable. Ce que je trouve surréaliste, excusez-moi, ce que je trouve surréaliste, c'est qu'on est le pays le plus taxé du monde et que plutôt que réfléchir à baisser les dépenses avec des comités théodules qui coûtent 80 milliards comme les agences d'État, on pourrait pas plutôt créer une nouvelle taxe? Allez, la taxe Zuckman, la taxe de Ménibus, la taxe Bligère. Maintenant, chacun va faire sa taxe. Non mais Philippe, il s'agit pas, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'il faut d'un côté, il faut d'un côté faire des économies dans le fonctionnement de l'État. Vous avez parfaitement raison, mais c'est pas choquant de poser la question des ultra riches qui se sont enrichis beaucoup plus que la moyenne des Français depuis quelques années. Mais ils s'enrichissent par la nature du système économique. Mais qui est déréglé, c'est vrai parce qu'on a tout mis sur la finance et les petits propriétaires immobiliers, on dit souvent ici, sont trop taxés. Donc la taxe Zuckman a le mérite de rééquilibrer au moins la taxation entre ceux qui ont de l'immobilier et ceux qui ont de la finance. Car depuis 2017, que la population, ce sont ceux-là qui se sont enrichis. Je vais répondre parce qu'il se trouve quand même que la population bénéficie aussi de ce système financiarisé, notamment par des systèmes de capitalisation. Ça fera une bonne transition avec le sujet d'après puisqu'on va parler des retraites. Mais pas tous les Français. La taxe Zuckman part du constat que les milliardaires payent 0,3% de leur patrimoine en impôts chaque année, ce que Gabriel Zuckman estime comme trop peu. Je suis désolé de vous dire que on ne pourra pas monter jusqu'à 20% avec ces personnes-là pour la bonne raison qu'ils ont une fortune colossale. Bien sûr, mais il s'agit d'augmenter un peu, il ne s'agit pas de monter à 20%. Mais moi, j'ai pas de problème à s'y contribuer à une certaine hauteur. Les très très riches et quelques dizaines de milliers de Français. J'ai envie de vous dire qu'on n'est pas dans un contexte où les riches ne payent pas d'impôts dans ce pays, notamment via leur entreprise qui constitue la majorité de leur patrimoine aussi. C'est-à-dire que LVMH, par exemple, pour Bernard Arnault, c'est l'entreprise française qui paye de loin le plus d'impôts en France, à hauteur de plusieurs milliards d'euros. Donc Bernard Arnault, d'une certaine manière, et par son action quotidienne, contribue à enrichir les caisses de l'État par cette action économique. Et c'est bien, il s'agit pas de surtaxer, hein, Philippe, il ne s'agit pas de surtaxer. On l'est déjà largement. Non, mais il s'agit de justice sociale, c'est pas de surtaxer. Mais la justice sociale, elle passe aussi par la participation, par l'intéressement, par les performances d'une entreprise. Et c'est là qu'on va se rejoindre en tant que gaulliste. Donc, on est bien d'accord là-dessus. Donc, performance économique et redistribution sociale ne sont pas séparés. Mais l'exemplarité passe aussi par un effort. Et en 58, le général de Gaulle, puisque vous citez le général de Gaulle, avait bien compris et a mis les plus gros possédants, on va dire, comme on disait à l'époque, contribution. Mais on n'était pas aussi taxés qu'aujourd'hui. Les impôts et taxes, c'était 25% du PIB. Mais bon, bref. Vous voyez qu'il y a des débats sur Sud Radio. Mickaël Sadoun, Luc Gras, Le Monde est à feu et à sang. Vous dites la responsabilité des citoyens dans le choix de leurs élus. Sans transition, chère Cécile. Donc effectivement, on constate tous aujourd'hui que le monde est à feu et à sang. Gaza, aujourd'hui l'Iran et Israël. Poutine, l'Ukraine, etc., etc. Et évidemment, chacun est invité à se poser la question, comment peut-on en sortir ? Et la question est la suivante, et je crois qu'on ne peut pas en sortir par les grands dirigeants, parce qu'aujourd'hui, ils sont un peu, grosso modo, un peu tous frappadingues. C'est-à-dire que Poutine, Trump, Erdogan sont pas particulièrement des gens qui vont nous amener la paix et l'apaisement dans le monde. Donc ça passe par la citoyenneté, c'est l'objet de mon ouvrage. La citoyenneté, une citoyenneté responsable. C'est-à-dire que le bulletin de vote, il y a en face de ce droit qui est le bulletin de vote, un devoir de discernement. Et pour cela, il faut que les électeurs apprennent à se former, à ne pas voter dans des votes de colère, dans des votes de rejet, mais dans des votes qui permettent d'élire. Il est quand même frappant qu'en France, une personnalité sans parti politique qui se présente à une élection a aucune chance d'être élue si elle n'a pas tout le parti derrière pour la soutenir. Vous voyez, donc et pourtant, puisque Mickaël en parlait tout à l'heure, le général de Gaulle, quand il est revenu aux affaires, n'était pas particulièrement soutenu par la classe politique. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'est pas revenu par les élections, faut-il le rappeler, le 13 mai 58. C'est vrai, mais moi je parle pas de ça, je parle après. Et concrètement, on a besoin de citoyens qui soient dans un véritable discernement
simplement quand ils votent. Donc, pour les prochaines élections, les citoyens sont appelés non pas à voter pour des affiches, non pas à voter pour des partis, mais pour des personnes humaines qu'ils sentent aptes à servir le bien commun, qui sentent difficile en capacité... dans ce brouhaha. Je dis difficile dans ce brouhaha aujourd'hui. Eh oui, mais il faut quand même faire ce travail. La démocratie, c'est d'abord une citoyenneté exigeante qui permet de voter pour des responsables qui sont en capacité de gouverner, c'est-à-dire le service du bien commun, les connaissances et les aptitudes pour servir le pays, qui est ce beau pays de la France. Et ben moi je dis Luc Gras président. Voilà ce que je dis. Et vous nous offrez quel poste de ministre avec Cécile? Tout de suite, lui, il veut se placer, mais c'est pas possible. C'est moi, oui. Quand on a chance de connaître le président. C'est dingue. Mais quel poste Alors, pour Philippe, vous je le mets au sport. Philippe, je le mets au sport. Et Cécile, je la garde comme conseillère particulière. Voilà. Et ben il a du goût. Très bien. Alors, on revient au 18e siècle. Tout contre. Non, mais vous le mettez au sport pour son régime, pas pour travailler. Évidemment, oui, c'est dans ce sens-là. Je me disais aussi. On s'est Pécrero célèbre. Ah, mais j'en ai, hein. Ouais, ils sont bien cachés. Je les vois très bien. Vous voulez que je vous les montre? Non, vous allez. Ça va être terrible. On va être traumatisés. Tout le monde va sortir. Allez, les amis, on reste avec vous jusqu'à 19h. Dans un instant, la fin du conclave sur les retraites. Le gouvernement Bayrou donc arrive au pied du mur et certains comme Gérald Darmanin plaident pour une part de capitalisation. Alors parlons vrai, est-ce que cela aurait dû être fait depuis longtemps pour les salariés du privé, les fonctionnaires ayant eu depuis des années accès à la préfond et au CREF? Et à la question, faut-il mettre en place la retraite par capitalisation en plus de la retraite par répartition? Vous dites oui à 66%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et donc on vous attend, on sera là dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ils sont cultivés, ils sont instruits, ils sont de mauvaise foi souvent. Oui, oui. Enfin, non, vous avez vu, j'ai dit les trucs sympas au début. Oui, il y en a un qui est de mauvaise foi surtout. Bah, c'est vous, c'est le problème de foi, c'est vous. Mais il se trouve que c'est exagéré avec Michael. Non. Dans le qui c'est qui l'a dit, il est d'une honnêteté, d'une probité remarquable. Toujours. Et c'est dommage, Philippe, parce que j'allais dire, celui qui est le plus de mauvaise foi, c'est aussi celui qui est le plus cultivé du plateau, je pense. Il est de mauvaise foi. Il n'y a pas un mot plus fort que mauvaise foi. Non, il n'y a pas. Bon, il n'y a pas. En tout cas, une crapule. J'adore ce mot, une crapule. Je trouve ça trop mignon. Philippe Bilger, la crapule, est avec nous. Michael Sadoun, qui en a une petite aussi, quand même. Et Luc Gras, bien attendu, autour de cette table. C'est un sage, Luc Gras. Luc Gras, c'est un sage. Oui, c'est un sage. C'est vrai qu'en fait, c'est Philippe David qui devrait porter votre nom de famille. Alors ça, c'est d'une délicatesse, Cécile. Et avec un nom composé, Philippe Gras Culbuto. C'est une balle perdue. C'est ce qu'on appelle une balle perdue. Oui, mais c'est pas douloureux. Quand j'écoute Luc, j'ai l'impression qu'il va prendre les ordres. Ah oui, c'est ça. Allez, les amis, tout de suite. Au sacré. Le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux pour un temps bref et dans des conditions transparentes, selon une méthode inédite et quelque peu radicale. Ils écoutent ce que les parlementaires, les syndicats, les Françaises et les Français disent depuis 2 ans. Il faut abroger cette réforme. Si jamais les partenaires sociaux arrivent à notre version, alors ça remplacera la réforme. Nous pouvons, j'en ai la conviction, rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou. Le problème, c'est qu'il dit que s'il n'y a pas d'accord avec le patronat, c'est la réforme actuelle qui s'applique. Parce qu'il y a un déficit démocratique sur cette réforme. Et après 4 mois d'échanges, le conclave sur les retraites touche à sa fin. Les partenaires sociaux n'avaient plus que 7 journées pour se mettre d'accord sur des aménagements de la réforme des retraites de 2023. Tous espèrent pourtant aboutir à une proposition commune faite de compromis. Alors parlons vrai, est-ce que ce n'est pas déjà trop tard pour les quinquagénaires et les sexagénaires? Et à la question, faut-il mettre en place la retraite par capitalisation en plus de la retraite par répartition? Vous dites oui à 66%, vous voulez réagir, le 0826 300 300.
Philippe Bilger, il va bien falloir pourtant trouver des solutions. Alors pour que justement vous, ma chère Cécile, vous ne soyez pas inquiète devant mes ignorances sociales et économiques, je me suis un peu renseigné tout de même. Comme on parle de répartition et de capitalisation, et pardon si c'est sommaire, mais je crois que comme beaucoup de gens, je pense qu'il serait souhaitable d'ajouter au système par répartition un zeste de capitalisation, même si je le comprenais même avant d'avoir étudié le problème, il y a des risques dans le système de capitalisation qui n'existent pas dans la répartition. Le fait qu'évidemment ça peut créer une inégalité. Pour capitaliser, il faut avoir quelque chose à capitaliser, premier point. Et deuxième élément, il me semble que la capitalisation est trop dépendante des fluctuations économiques et financières et que ça peut créer une incertitude grave. Luc Gras. François Bayrou, c'est l'incarnation de l'immobilisme matiné d'un côté matois qui fait que finalement les choses avancent. C'est-à-dire que on est en réalité déjà dans une période où la capitalisation existe, que ce soit d'ailleurs, c'est assez amusant, les fonctionnaires, et puis il y a aussi les pairs, enfin il y a tous les moyens de capitalisation, ça existe déjà. En 2050, il y aura même plus de questions. Il y aura beaucoup de personnes qui seront là pour assurer les retraites des personnes par des moyens de capitalisation. Donc la question n'est pas est-ce qu'il faut aller, ça existe déjà, est-ce qu'il faut amplifier, c'est une évidence qu'on ira vers cela. Est-ce que c'est mauvais pour le pays? Il reposait depuis 1945 sur le principe de solidarité du général de Gaulle. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un Français, 7, qui cotise pour les retraites de nos anciens. C'est insuffisant. Donc de toute manière, il n'y aura pas le choix. On va vers la capitalisation. Mickaël Sadoun. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de système pur. C'est-à-dire que pratiquement tous les pays d'Europe pratiquent des systèmes mixtes dans lesquels il y a des mélanges de répartition et de capitalisation. Donc il y a une partie du salaire qui va payer les retraites des plus anciens dans un système qui a ses effets positifs de solidarité intergénérationnelle et de mutualisation du risque, parce que tout le monde n'a pas le même parcours professionnel, qu'il y a des accidents de la vie, que les gens n'ont pas le même salaire et que c'est bien qu'il y ait une solidarité nationale. Mais de l'autre côté, une partie du salaire qui va vers un système de capitalisation qui sera bénéfique non seulement pour ceux qui cotisent, parce que ces moyens-là seront investis dans des entreprises qui feront croître leur capital et qui leur permettront de vivre une retraite bien plus aisée, mais qui sera aussi bénéfique pour les entreprises qui manquent de financement en France et de moyens de financement, qui ont bien besoin souvent de faire appel à des fonds étrangers pour croître, alors que ce seraient les Français en l'occurrence qui pourraient financer la croissance de ces entreprises. Donc moi je serais très favorable à un système partiellement par capitalisation. Je pense que ce serait vraiment bénéfique pour tout le monde. Avec un risque. Avec un risque, bien sûr. Mais quand vous voyez, par exemple, la courbe des marchés financiers aux États-Unis et, par exemple, du S&P 500, vous avez évidemment des années dans lesquelles le S&P 500 est dans le rouge. Mais quand vous regardez la courbe sur 20 ans, elle est très croissante. Sur les 2 dernières années, le S&P 500 a pris 25% et 26%. Donc, j'aimerais bien que les sous des Français soient parfois sur les marchés financiers quand ils sont en période de vache grasse. Mais pour qui n'arrive pas, ou alors j'ai une vision trop sommaire de la chose, pour le citoyen qui ne peut pas capitaliser, il y a des aides des citoyens qui ne le pourront jamais. Il y aura toujours une part de répartition, et puis j'ai envie de dire, il pourrait toujours y avoir une petite partie du salaire qui sera ponctionnée pour être placée. De toute façon, je vais te dire, les conseillers financiers te disent souvent que ce qui est le plus important dans l'investissement, c'est pas tellement la masse d'argent que tu vas mettre, c'est la longévité sur laquelle tu le fais. Donc 10 € pris 40 ans avant peuvent avoir de gros impacts 40 ans après. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est-à-dire c'est l'État qui prendrait une ponction du salaire. Ah oui. C'est pas le citoyen qui déciderait. Non. En fait, ce serait autoritaire. En fait, au lieu qu'une part du salaire soit pris dans le système de répartition, il serait pris, mais dans un contrat individuel. C'est ça l'idée. Mais c'est aussi pour cela qu'il faut pas, parce qu'il y a un risque, renoncer complètement au système de répartition. Moi, je vais même plus loin. C'est aussi pour ça, je sais qu'on n'est pas d'accord sur ce point, qu'on peut se permettre d'adapter, d'améliorer le système de retraite actuel de répartition, certainement pas en touchant à l'âge de la retraite, mais en travaillant justement sur les niches, etc. Il faut donc avancer en gardant une forme
forme de solidarité avec la répartition, et le système de capitalisation serait automatique. Dans ce cas-là, serait automatique. Ce ne serait pas un système que pour les plus riches. Ce serait un système qui toucherait toute la population. Sauf qu'au lieu que ce soit ciblé sur des systèmes de solidarité tels qu'ils existent actuellement, serait ciblé sur des comptes personnels. Mais est-ce qu'il n'y a pas des pudeurs de gazelle et des postures politiques? Parce que je l'ai dit dans mon Parlons Vrai, à l'époque, il y avait eu la loi Thomas qui avait été votée avant la dissolution de Chirac en 97 pour permettre aux salariés du privé d'avoir une partie de retraite par capitalisation. Exactement. Qui a été supprimée par la gauche, une gauche qui n'a jamais trouvé scandaleux que les fonctionnaires ont droit à la préfond, la prévoyance des fonctionnaires et le CREF, le complément de retraite des fonctionnaires. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment des postures idéologiques? Les fonctionnaires ont droit à une retraite par capitalisation, mais pas les gens du privé. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que toutes ces histoires de questions de principe, de soi-disant valeurs morales, n'avaient pas toujours leur place en économie. Ça a sa place, hein, je suis d'accord. Il y a de la morale dans l'économie aussi, mais en l'occurrence, on voit pas pourquoi la capitalisation serait diabolisée au nom du fait que c'est un système qui privilégie l'individu sur le collectif. C'est bien aussi que les gens s'occupent de leurs intérêts, dans une certaine mesure. Vous avez parfaitement raison, Philippe. Monsieur Thomas, député républicain indépendant, je crois à l'époque, assez proche de Léotard, a eu tort d'avoir raison trop tôt. Si on prend la proposition de Gérald Darmanin qui dit « Faisons vivre la capitalisation populaire via un fonds géré par les partenaires sociaux ». Voilà, il est parfaitement dans le sens de l'histoire. Ouais. J'aimerais que le placement soit quand même plus libre et que l'argent ponctionné sur le salaire des Français puisse aller dans des placements plus libres. Parce que si vous les forcez à placer sur un produit financier ou dans un fonds particulier, d'abord, il faut qu'il ait une très bonne performance financière et meilleure que les autres. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas, et notamment quand c'est géré par l'État, permettez-moi de le dire. Et en plus, bon, ça c'est une question subsidiaire, mais je ne vois pas du tout pourquoi Gérald Darmanin se positionne sur ce sujet alors qu'il a déjà beaucoup à faire à la justice. Mais Philippe, pour 2027. Mais oui. Tu penses? Non, mais il y a quelque chose d'agaçant là-dedans. Il capitalise sur 2027. Elle est bonne celle-là. Mais il y a quelque chose d'agaçant, c'est que ça va encore, évidemment, dans le sens de la financiarisation, et qu'il y a un moment, on va beaucoup vers la financiarisation et peu vers la solidarité. Mais Philippe Bilger a dit c'est plus risqué la capitalisation. Mais je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'un système de retraite public peut faire faillite. Oui, les risques sont différents, mais les risques sont moins immédiats. C'est vrai que dans un système par capitalisation, parce que le seul risque avec un système par répartition, c'est le déséquilibre démographique. Oui, c'est le déséquilibre, parce que ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, ce qu'on vit aujourd'hui, mais ça se fait sur le long terme. Et il y a répartition, parce que vous avez la répartition en bourse, et vous avez notamment, alors c'est pour ça que c'est l'exemple qu'utilisent systématiquement les anti-retraites par capitalisation. Rappelez-vous quand Enron avait faillite, où les salariés avaient le fonds de pension uniquement Enron, et là ils se sont retrouvés avec rien à 80 ou 85 ans ou 90 ans. Il y a 50 nuances de capitalisation. C'est tout à fait vrai. Ah oui, il n'y a aucun placement sans risque. Et puis la répartition aussi, elle est menacée par le seul fait que, à partir du moment où vous avez très peu de cotisants, vous répartissez plus rien du tout, puisqu'il n'y a plus d'argent. Donc dans les deux cas, il y a des risques. Bien sûr. Dans un contexte en plus, ça nous demanderait d'aller plus loin économiquement, mais de stagnation de la productivité. C'est-à-dire que si la productivité s'améliorait en même temps que le nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités baissait, ça pourrait équilibrer relativement les comptes. Mais il y a plusieurs explications, mais en tout cas, on observe qu'en Europe, actuellement, il y a une stagnation de la productivité. Merci beaucoup, les amis. Merci Philippe Bilger, merci Mickaël Sadoun, merci Luc Gras. À 20h, Philippe David, on va parler football. On va parler dans les vraies voies du foot. On aura un invité exceptionnel, Pierre Ferracci, le président du Paris Football Club, qui vient de monter en Ligue 1, qui sera d'ailleurs le derby le plus proche du monde, parce que Paris Saint-Germain, Paris Football Club, il suffira de traverser la rue. On en parlera bien entendu à 20h avec Philippe David. Dans un instant, on parle emploi à l'heure du Bourget. L'aéronautique ne va pas très bien en matière d'emploi. 25 000 emplois cherchent preneurs. On en parle dans un instant avec nos invités. À tout de suite.